Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo hebdomadaire d'analyse économique et technique. On commencera comme d'habitude par un résumé macro des deux côtés de l'Atlantique sans oublier la géopolitique. Ensuite, on passera à l'analyse technique du CAC 40, voir comment l'indice s'est comporté cette semaine et identifier les zones techniques clés à surveiller de près pour la semaine prochaine. Après, on passera sur le suivi technique de mes trades avec quelques changements cette semaine. J'ai toujours le BX4, Eramet, GTT, Imeris, Eiffage, Alten, Dassault Systèmes et Silver Luxottica. Nexans, j'ai encaissé une très belle plus-value. On verra ce que ça donne techniquement. J'ai toujours aussi Edenred, OP Mobility, Kering et je suis rentré cette semaine sur Rémi Cointreau. On verra aussi ce que j'attends de ce trade. Et pour terminer, comme d'habitude, quelques sociétés qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près la semaine prochaine. Mersenne, que je vous ai déjà parlé le week-end dernier et qui a fait une belle bougie vendredi. On verra ce que j'attends de la suite. Et aussi Thermador, Euronext et SideTrade. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Ça a des questions, des remarques, ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PE à court terme et long terme à dividendes sur Morning, le lien est aussi dans la description. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Allez, c'est parti avec les stats économiques de la zone euro. Il n'y a pas eu énormément de choses. On a eu l'inflation, comme d'habitude, rien à signaler de particulier parce que vraiment, comme les prévisions, on reste quand même sur une inflation corps qui, je vous le rappelle, l'inflation corps, c'est quand on enlève l'alimentation et l'énergie, on est toujours sur 2,3%, donc comme au mois de juin, sur un target que je vous rappelle la BCE à 2%, donc on y est. C'est pour ça que la BCE a baissé ses taux depuis déjà pas mal de temps. L'inflation globale toujours à 2%, donc rien n'est à signaler au niveau de cette inflation pour le moment dans la zone euro. On verra bien la suite au niveau de ces stats sur l'inflation sur la fin de l'année 2025. Mais là, une inflation très correcte à 2%. On a eu les PMI, manufacturiers, France et services en France. Donc plutôt une bonne nouvelle parce que les prévisions étaient à 48,2 comme le mois dernier au mois de juillet. On est ressorti à 49,9. Je vous rappelle, pour les PMI, c'est les directeurs d'achat. Quand on est au-dessus des 50, c'est une expansion de l'activité. Quand on est en dessous, c'est une contraction. Alors, on est encore en dessous des 50, mais on est très limite. On verra aussi la suite. Au niveau des services, c'est pareil. Plutôt une bonne surprise. On est ressorti à 49,7. On est toujours en dessous des 50, mais on s'y rapproche. Au niveau des PMI manufacturiers, pour la zone euro, on passe la barre des 50. C'était prévu 49,5. Là, on est ressorti à 50,5. Bien aidé, bien évidemment, par la France qui pèse pas mal, beaucoup avec l'Allemagne sur les PMI de la zone euro. Donc, on repasse au-dessus des 50 au niveau des PMI manufacturiers. Et les PMI composites de S&P Global, 51,1. Donc, c'est aussi une bonne nouvelle. Alors, est-ce que ça va se poursuivre ou pas dans les prochaines semaines et prochains mois pour cette zone euro? C'est tout ce qu'on espère. Donc, affaire à suivre. La semaine prochaine, on suivra le PIB de la France qui est attendu pour le deuxième trimestre en rythme annualisé à 0,7% et au deuxième trimestre à 0,3%. Donc, on verra, c'est à suivre la semaine prochaine. Pour conclure sur ces stats de la zone euro, on a eu aussi le PIB de l'Allemagne toujours négatif. C'était, je crois, fin de semaine là. Je ne vous l'ai pas mis, mais négatif. Donc, c'est toujours une Allemagne vraiment maussade. Donc, on verra jusqu'à quand. Est-ce que la France va plonger au mois de septembre avec la rentrée qui s'annonce plutôt entre guillemets chaude entre la politique française
et les tarifs douaniers, la géopolitique avec l'Ukraine, etc. On verra, mais à cet instant T, c'est plutôt encourageant les stats au niveau de cette zone euro. Allez, on traverse l'Atlantique pour aller voir les stats côté États-Unis. On a eu aussi les PMI manufacturiers très positifs, mieux que prévu, ressortis à 53,3. Les PMI composites de S&P Global aussi mieux que prévu, ressortis à 55,4, encore mieux que le mois dernier. Et les PMI services toujours assez élevés à 55,4. Donc ça change un peu de la zone euro. On est plutôt habitué sur ces stats au niveau de l'économie américaine qui est toujours assez résiliente, même si on a, comme les inscriptions hebdomadaires au chômage, un peu plus élevées que prévu, 235 000. On voit que chaque semaine, ça monte un peu. Donc, on a aussi vu la semaine dernière que la consommation des ménages ralentissait un peu. Donc, est-ce que c'est les premiers effets des tarifs douaniers qui vont être dans l'économie américaine? Est-ce que c'est ces taux de la Fed qui sont élevés depuis quand même un long moment et qui sont là pour ralentir l'économie américaine pour pas que l'inflation reparte violemment à la hausse si on avait une surconsommation des Américains? Donc, affaire à suivre. Important, la semaine prochaine, ça va être le PCE Core. C'est l'indice des prix à la consommation des ménages. Donc, c'est les prix qu'il va falloir suivre. C'est un indice avancé en fait pour l'inflation parce que on a eu par exemple le mois dernier 0,3%. Donc, c'est une petite hausse des prix. C'est comme c'est le corps, c'est hors alimentation et hors énergie. Donc, c'est tout ce que les ménages américains consomment hors alimentation et énergie. Donc, si on a une augmentation élevée, c'est pas bon parce que ça voudra dire qu'on va avoir une répercussion après sur l'inflation globale. Donc on suivra, ça va être très intéressant de suivre. Et surtout, je vous rappelle que le PIB des États-Unis est composé à plus de 65% de la consommation des ménages. Donc c'est très 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 important que les Américains consomment. Mais il ne faut pas trop qu'ils consomment parce que après ça augmente l'inflation. Donc on verra ce PCE Core la semaine prochaine. Pour conclure sur les États-Unis, on a bien évidemment eu ce début de semaine dernière, la réunion avec Trump et les dirigeants européens et bien évidemment Zelensky après la visite de Poutine en Alaska. Donc voilà, c'est pareil. Voilà, c'était plutôt, je pense, ça, on va dire, c'était de la diplomatie. Il était bien évidemment normal et plutôt logique que les Européens viennent. Après, bon, on sait bien que de toute façon, quand Trump invite, c'est pour essayer de faire des deals. Et bien évidemment, à l'avantage des Américains. Alors, ce qui est ressorti de cette réunion, c'est que on verra si ça va s'avancer sur un cessez-le-feu et tout. Vous savez mon avis, que c'est plutôt positif, qu'on est sur les discussions, que pour moi on est plus près de la fin de la guerre que du début. On a eu la rencontre Poutine-Trump, Trump avec les Européens, il manquerait la rencontre Zelensky-Poutine. On espère tous un cessez-le-feu parce que du côté américain, pour déjà arrêter d'envoyer beaucoup d'argent, mais ils ont réussi à négocier quand même que les Ukrainiens allaient acheter des armes américaines avec l'argent de l'Europe. Donc on est encore au milieu de tout ça. Les dirigeants européens, à part entre guillemets accepter, il n'y a pas grand-chose à faire. On peut pas produire toutes les armes qu'ont besoin les Ukrainiens, donc ils vont aller en acheter aux États-Unis et avec notre argent qu'on a donné plutôt logiquement aussi pour soutenir l'Ukraine qui est dans l'Europe. Donc voilà, c'est compliqué. Qui, je pense, va ressortir les grands gagnants, ça va être les États-Unis. J'ai envie de dire comme d'habitude, ils vont avoir les terres rares de l'Ukraine. Ils auront donné beaucoup d'argent, mais pour moi, si les Ukrainiens achètent des armes aux États-Unis, ce sera comme un prêt. Et puis, bien évidemment, c'était rare. Et nous, les Européens, on va pas avoir grand-chose. On verra bien. Par la suite, il faudra suivre
la reconstruction des zones en Ukraine. Alors on n'en est pas encore là parce qu'il va y avoir aussi la décision sur les parties. Est-ce qu'il va y avoir des parties de l'Ukraine qui vont être pour les Russes? Je pense que oui, parce que les parties qu'ils ont prises, je vois mal Poutine s'en séparer, donc ça va être les négociations. Ce qui est plus important, c'est d'arrêter cette guerre. On est plutôt sur la bonne voie, on est en pleine négociation, on verra bien la suite et on verra ça ensemble. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire sur la géopolitique qui est en train de bouger et je pense dans le bon sens. Donc faudra être patient parce que je pense que ça va être encore assez long. Mais comme je vous l'ai dit au départ, on est plus près je pense de la fin que du début de cette guerre. Allez, on passe maintenant rapidement au petit graphique que j'aime bien vous faire suivre chaque week-end. On va commencer avec le rendement du 10 ans. On avait vu le week-end dernier, c'était assez important parce que on a eu une forte augmentation de ce rendement du 10 ans, des obligations du 10 ans français, avec plus 3,46. Cette semaine, voilà, une petite bougie rouge. Mais de toute façon, vous savez ce que j'en pense. Les rendez-vous, ça va être début septembre. Est-ce qu'il va y avoir des mouvements sociaux en France? Est-ce qu'il va y avoir du remaniement dans la politique française? Est-ce qu'il va y avoir encore une dissolution de l'Assemblée nationale? Beaucoup d'interrogations qui peuvent mettre beaucoup de pression sur les taux du 10 ans. Bien évidemment, il va y avoir encore les votes, les négociations pour ce budget 2026 de la France qu'il faut faire énormément d'économies, la dette publique, etc. Sans oublier les agences de notation qui vont arriver fin septembre et qui peuvent dégrader la note souveraine de la France. Donc plein de choses qui vont se passer au mois de septembre, on verra bien et on suivra de très près ce rendement obligataire parce que si ça commence à chauffer et qu'on passe au-dessus des 3,60, ça se sentira pas très bon, hein. On a tellement une dette énorme que si on commence à aller attaquer les 4%, là bien évidemment on pourra se faire du souci sur les actions françaises et la France en général. Rapidement, l'Allemagne, rien à signaler de particulier. On est aussi assez élevé, mais pas encore. On n'est pas sur des niveaux de la France, bien évidemment. Les États-Unis, rien à signaler. Ça fait 3 semaines que ça ne bouge plus. Le pétrole, il avait baissé la semaine dernière. Là, il est flat. Voilà, vous savez mes zones. Entre 58 et on va dire 72. Pétrole, pour moi, on va dire au juste prix. Si on casse les 58, ça sera pour moi un signe de faiblesse et peut-être d'un fort ralentissement des États-Unis et peut-être d'une récession mondiale pour X ou Y raison. Et là, ça sera dangereux. Si on repasse au-dessus des 80, comme ça a été le cas il y a quelques mois entre l'Iran et l'Israël, et ça sera un signal encore de problèmes géopolitiques. Là, 63 RAS au niveau du pétrole. Et on va finir avec l'euro-dollar. Alors, l'euro repart à la hausse. Pourquoi? Parce qu'on a eu vendredi le discours de Jérôme Powell qui laissait entendre que la baisse de taux va arriver au mois de septembre. Alors ça met un peu de pression sur le dollar parce que les taux vont certainement baisser. Ça, les marchés américains ont apprécié la nouvelle. Maintenant, ça sera mi-septembre. On verra bien. Il y a encore des interrogations. Est-ce qu'il va baisser de 25 points de base? Est-ce qu'il va baisser de 50? Quelles vont être la suite? Je vous rappelle qu'il y a 3 réunions avant la fin de l'année. Est-ce qu'il va baisser à chaque réunion? Est-ce que les stats vont suivre? Parce que s'il baisse et que l'inflation repart, je pense qu'il va mettre le pied sur le frein pour une éventuelle poursuite de la baisse. Donc il y a aussi pas mal d'interrogations sur la rentrée avec Jérôme Powell, la Fed et la baisse de taux et surtout voir les stats qu'il va falloir suivre. L'emploi américain avec le taux de chômage, aussi les salaires horaires moyens, s'il augmente trop, c'est un risque inflationniste. Et bien évidemment, les stats de l'inflation corps qu'on voit assez souvent. Et on verra. Et bien évidemment, ça pourra mettre de la pression sur le dollar si Powell et la Fed baissent violemment les taux. C'est pour le moment pas trop mon scénario. Je pense qu'il va baisser de 25 points de base au mois de septembre. Attendre d'y voir un peu plus clair les semaines qui vont suivre et les mois. Et puis on verra après la réunion au mois de, je crois, octobre.
Il doit y avoir fin octobre et après mi-décembre. Donc on suivra, on verra bien comment vont réagir les marchés de tout ça. On passe maintenant à l'analyse technique du CAC 40. Alors encore une semaine plutôt positive. Même si on n'a pas encore fait 2%, mais bon, je vous rappelle qu'il y a 2 semaines, on était fin de la semaine du 28 juillet, on était à 7005, on pensait qu'on allait repasser sous cette barre des 7004 où on avait ouvert au niveau du CAC 40 début de l'année. On a tenu cette zone des 7005 et depuis, on invalide cette semaine rouge parce qu'on a fait 2 semaines à presque 2,50 la semaine dernière. Là, on a cassé ce range qu'on voit depuis un long moment et que, en fait, les bornes sont très techniques et très belles. Il n'y a rien à dire, hein. Les zones, on les a vues depuis des semaines. La zone de résistance, la zone de support, on a fait des allers-retours et là, on a cassé, donc c'est positif. Et ce qui est positif, c'est que cette semaine, on y reste au-dessus, que les moyennes mobiles au niveau de l'hebdomadaire sont très bien orientées à la hausse. La 10, la 20, la 50, la 200, le RSI est en train de partir de sa zone de neutralité des 50, d'aller un peu plus haut. Donc très positif pour le moment sur le CAC 40. Les zones à suivre, ça sera les 8040. Et puis après, des nouveaux records si on passe les 8258 dans les prochaines semaines. On va aller maintenant voir de plus près en données quotidiennes. Donc en données quotidiennes, on retrouve nos 2 bandes très importantes de ce range. 7005 le support, 7000, on va dire 7009 la résistance, la zone un peu intermédiaire à 7735. Belle zone de polarité où on a eu une accélération depuis le 13 août. On a cassé cette zone des 7930, c'était la belle bougie de mardi. On s'est installé au-dessus et ce qui est positif, c'est que on est au-dessus. On est au-dessus des 7900. Donc très positif aussi en données quotidiennes. Le CAC 40 au-dessus de la moyenne mobile 10, 20, 50, 200 haussière. Le RSI très bien orienté. Il y a encore de la place pour aller en zone de surachat. Les bandes de Bollinger sont ouvertes. Donc très très positif pour le moment le CAC. Les zones à surveiller pour la semaine prochaine, c'est très simple. À la hausse, si ça poursuit, faut aller combler ce gap baissier du 27 mars et aller chercher la zone ici. En plus, c'est une zone de polarité des 8040 points. On voit ici. Voilà, on a presque la même. En fait, on va voir, on a presque la même figure ici. On avait pour plonger, on a fait ça, on est revenu là, pareil, à peu près, et on a replongé. Donc ça va être l'enjeu de la semaine prochaine et des prochains jours, c'est passer les 8040 si le CAC est très fort. A contrario, pour moi, faudrait rester au-dessus de la moyenne mobile 10. On pourrait évidemment revenir par là, ça serait pas catastrophique. Voilà qu'on a une belle zone de polarité. Des fois, on peut revenir en dessous. Surtout, si on commençait pour moi à casser la moyenne mobile 10, ça veut dire si on revenait la semaine prochaine vers les 7875, ça serait un premier signal. Attention, je me dirais, si on allait casser cette bougie vers les 7850, alors là, pour moi, on faudra plutôt regarder vers le bas, les gaps et la zone de support et avoir plutôt une sorte de bull trap qu'on aurait eu là et qu'on revienne dans ce range. Donc, à cet instant T, très positif. Tant qu'on reste au-dessus, on va dire des 7900 points, très positif pour aller chercher la prochaine zone de résistance des 8040 points au niveau du CAC pour la semaine prochaine. Donc, avant de passer au suivi technique de mes trades, petit point rapide sur la performance du portefeuille. Équivalente à la performance du CAC 40 la semaine dernière. Le CAC a fait 0,58%, mon portefeuille 0,46%. Donc malgré le BX4 qui tire un peu vers le bas quand le CAC 40 performe, j'arrive à un peu compenser avec quelques sociétés. En bas, je vous ai mis le seul trade que j'ai clôturé la semaine dernière, c'est Nexans avec une très belle plus-value. Plus de 16% et demi de gains, donc un trade qui s'est déroulé à merveille. J'ai pris la décision d'encaisser parce que c'est toujours bon d'encaisser des gains. On verra ce que ça donne
techniquement sur Nexans qui peut bien évidemment encore continuer sa hausse. Mais j'ai pris la décision d'encaisser tous mes gains sur Nexans. Allez, c'est parti pour le suivi technique de mes trades. On va commencer avec le BX4. Donc le BX4, rien de particulier à dire. On a vu le CAC 40 que je vous ai dit pour le moment que tous les voyants étaient au vert. Donc compliqué quand même de rentrer sur une position short avec le BX4. Si vous êtes contrariant et que vous avez une marge ou que, comme moi, vous souhaitez peut-être rentrer du BX4 parce que vous pensez que le CAC ne va pas faire de nouveaux records, donc vous gardez quand même une marge parce que je pense qu'il pourrait aller à 8002 si jusqu'à, on va dire, mi-septembre. Après, ça va peut-être être compliqué. Il faudra bien évidemment aussi suivre les indices américains parce que quand ils vont commencer peut-être à repartir vers le sud, ça va être compliqué pour que le CAC reste en lévitation avec des indices américains qui baissent. Mais bon, pour le moment, c'est pas le cas. Pour le moment, tout monte. On a vu que techniquement, le CAC 40 est propre. Alors, peut-être un premier signal qui serait un retour dans ce long range du CAC 40 et peut-être pourquoi pas prendre une position short ou une clôture hebdo, une clôture journalière là déjà du BX4 au-dessus des, on va dire, 0,72, pourquoi pas, et avoir un scénario de comme ça assez serré par contre et aller après chercher des zones comme celle-ci ou un retour là-haut. Voilà. Pourquoi pas. Pour le moment, c'est pas le cas. Moi, ma stratégie, je garde parce que d'un autre côté, je continue les achats sur les sociétés parce que quand il y a des configurations techniques qui me plaisent, je prends des actions sur les sociétés et on a vu par exemple Nexans, tout s'est bien déroulé, on verra bien, et quand le vent tournera, j'essaierai de limiter les sociétés et peut-être me renforcer sur le BX4. Alors c'est compliqué, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais on verra bien. Pour le moment, bien évidemment, ma moins-value latente est quand même assez élevée, moins 18%, ça continue de creuser, donc voilà. Donc je ne touche à rien, je ne vais pas renforcer. J'attends de voir la suite des événements au niveau de ce BX4. On continue avec Eramet. Alors Eramet, cette semaine, elle n'a pas trop bougé. On a les zones qui sont bien définies. La résistance à 50, vers les 53 €. On a toutes les moyennes mobiles au même endroit. Donc ça serait bien évidemment positif si on cassait là. Que les moyennes mobiles après se mettraient dans le bon ordre avec la 10, la 20, la 50 qui pourrait croiser avec la 200. Avec une croix dorée, ça serait vraiment top sur Eramet. Donc pour le moment, je garde en portefeuille. Pour les personnes intéressées, le problème, c'est que le gros support est entre, on va dire, 46, 47 ici, toute cette zone, et la résistance là-haut. Alors, il faudrait peut-être franchir, et il y aurait un scénario à l'achat, à peu près comme ça. Pour le moment, avec un stop peut-être là, et aller chercher là-haut. Un risque récompense d'environ 1, pourquoi pas. Et puis après, on verra à 58 quand il y sera. De toute façon, je l'ai dans mon portefeuille. Pour le moment, toujours un moins-value latente. Je vous rappelle mon PE à 62. Donc, affaire à suivre sur Eramet. On continue avec GTT. Alors GTT, elle m'a un peu déçu cette semaine. J'en avais repris sur cette belle bougie du 18 août. Lundi 18 août, j'avais bien aimé. La zone de support est toujours d'actualité, mais on voit que ça n'a pas poursuivi. On a eu la forte baisse. On s'est bien stabilisé à 157,60 €. On a une réaction lundi, sauf que ça n'a pas poursuivi. Alors, on est toujours au-dessus des 157,60, donc plutôt positif, mais on voit que ça peine GTT. J'ai l'impression qu'on va peut-être avoir une rotation sectorielle. Peut-être que GTT, qui était plutôt bien orienté ce début d'année, on va dire entre avril et juin, on va peut-être aller sur des sociétés, s'il y a des baisses de taux aux États-Unis, etc. Peut-être le luxe. On verra à la fin que je suis rentré sur tout ce qui est luxe, spiritueux avec Rémi Cointreau. Alors j'attends de voir. GTT, toujours une bonne plus-value latente, surtout que je suis pas mal chargé en GTT comme j'en avais repris lundi dernier. Alors je me tâte, si on repasse à 157 €, peut-être encaisser. Ça fera quand même un bon gain de 8% avec une forte valorisation dans mon portefeuille de GTT. Attendre de voir parce que ça serait quand même dommageable
que GTT casse, qu'on fasse un pullback, qu'on retrouve ce gap baissier et qu'elle ne se relève pas et qu'elle revienne à 149. Alors pourquoi pas encaisser à 157 et attendre des zones plus basses, parce que bien évidemment GTT, les fondamentaux sont entre guillemets sûrs, les résultats ont été très bons, le carnet de commandes est blindé sur GTT, là il n'y a pas de souci, mais bien évidemment il y a un cours de bourse. Elle ne va pas monter en ligne droite, il va y avoir des corrections, des rotations au niveau des sociétés, et c'est peut-être ce qui va se passer sur GTT. Donc après, pour moi, pourquoi pas encaisser si elle revenait vers cette moyenne mobile 200, vers les 149, voire il y aurait peut-être une possibilité aussi pour les investisseurs long terme. Long terme, pour moi, GTT 140 euros, c'est une belle zone pour accumuler du GTT. Pourquoi pas, donc on va suivre la semaine prochaine et on fera un point évidemment sur GTT le week-end prochain. Les moyennes mobiles, on voit ça peine, hein. On n'arrive pas à faire une clôture journalière au-dessus des 10. On a la 10, la 20, la 50 qui sont au-dessus des cours. Donc on voit que c'est plus du tout la même dynamique qu'on avait vu ici. Là, le range, et pour moi, on avait cassé déjà ce milieu de range à 163, on a été là. Et pour le moment, on n'arrive plus à remonter à 163 euros, qui est la zone de polarité, la résistance. Donc on verra bien comment ça va se passer la semaine prochaine. On continue avec Imerys. Alors Imerys, c'est pas trop mal ce qui se passe sur Imerys, j'aime bien. J'aime bien cette semaine. Alors j'hésite à en reprendre parce que comme vous le savez, mon PRU est très élevé. 31,26 €, que pour le moment, avec, je l'avais gardé suite à ces résultats, on a eu l'énorme gap baissier, etc. Elle s'est pour le moment pas trop relevée, mais on a des signaux encourageants. Je suis toujours à moins 27%. Donc le seul problème d'en reprendre, bien évidemment, si j'en reprends là et qu'elle retourne ici, mon PRU sera là, et là, bien évidemment, je pourrais sortir avec beaucoup moins de dégâts que j'ai pour le moment sur Imerys, mais bien évidemment, elle peut aussi revenir là et rechuter. Donc c'est dangereux, parce que après, si j'augmente ma valorisation d'Imerys, et plus ça va baisser, plus ma moins-value latente sera extrêmement élevée, avec une grosse somme dessus. Donc c'est compliqué, on verra bien. Les zones pour le moment 21,04. Pour les personnes qui souhaiteraient rentrer, là, pourquoi pas, on a une petite zone ici, on va avoir un croisement de la M10 avec la M20. On pourrait bien évidemment tenter ce genre pour moi de scénario tout à fait recevable sur Imerys, un retour sur le comblement de ce gap, donc un risque récompense dans 71 avec une belle config quand même. Mais contrarienne, hein. Forte baisse, stabilisation avec les deux petites bougies intéressantes, des retours des acheteurs, on a flirté avec la moyenne mobile 10, baisse de la volatilité et ça a l'air de continuer. Donc on va dire que c'est encourageant sur Imerys. Moi, comme je suis dans le train et le train a fortement chuté, donc je patiente, on verra bien, ou sinon je ne touche à rien, et puis si elle revient par ici, je prends j'encaisse ma perte de moins 15 sur une petite valorisation. Donc on verra, on fera un point le week-end prochain. On continue avec Eiffage. Alors Eiffage, elle n'a pas bougé cette semaine après une semaine très très positive il y a 2 semaines. Avec cette belle hausse, on a collé les bandes de Bollinger supérieures. Donc là, ça se stabilise sur la zone qu'on a vue à 126 € qui était pour moi la résistance, on voit ici en hebdo. Donc c'est très positif sur Eiffage. Moi, je suis dedans, 118,15 € mon PRU. Pour le moment, 6-7% de plus-value latente. Les moyennes mobiles très bien orientées. La 10, la 20, la 50, la 200. Donc pas grand-chose à faire sur Eiffage, parce que là, on a une petite zone de congestion, mais le problème, c'est qu'on peut très bien revenir par ici pour repartir. On peut repartir en ligne droite. Ce qui serait plus intéressant sur Eiffage, c'est qu'on aille par exemple à 130 et que là, on se stabilise sur les deux zones avec plus, on va dire, de volatilité. Comme ça, il y aurait comme scénario de prendre le bas de range, déjà aller sur le haut, et puis après range d'accumulation si on casse par le haut, range de distribution. On verra bien. Moi, je suis dedans, je ne touche à rien. Peut-être bientôt encaissé. J'aimerais aller à 130 parce que je crois que 130, j'ai noté cette zone. Voilà, ça serait un record sur Eiffage. Là, je suis en données mensuelles. On voit le record d'Eiffage, c'était en 2007. Et si on arrivait à passer les 100, à peu près 129 €, on établirait un nouveau record. Donc,
Je pense qu'elle pourrait y arriver dans les prochains jours. Eiffage aller à 129, 130 et voir dans des zones inconnues avec un nouveau record. On verra aussi mercredi 27 août, il y a des résultats sur Eiffage. Donc on verra. Donc pour le moment, je garde. Pour les personnes intéressées, plutôt je pense patienter quelques jours. Peut-être aussi attendre ces résultats d'Eiffage dans quelques jours. On continue avec Alten. Bon, Alten, c'est pas si mal, c'est pas mal du tout Alten ce qu'elle fait. On a stoppé l'hémorragie, on a eu la forte chute avec des gaps baissiers, on a tenté un rebond parce qu'on n'a pas réussi à clôturer au-dessus de la moyenne mobile 10 le 8 août. On a replongé, mais on s'est arrêté sur la zone des 68 euros. Et là, on a réussi vendredi à faire une clôture au-dessus de cette moyenne mobile 10. Donc c'est plutôt pas mal. Et ce qui est plutôt aussi encourageant sur Alten, on voit le RSI, on a franchi la petite moyenne mobile que j'aime bien mettre. On arrive vers les 50 de RSI. Donc comme scénario, moi, pareil, j'aimerais en reprendre Alten. Parce qu'en plus, j'ai qu'une petite, je suis rentré qu'une partie le 24 juin. Donc j'aimerais peut-être en reprendre la semaine prochaine. Et pour les personnes intéressées, le scénario, il y a deux scénarios qui, pour moi, possibles. Il y a une sorte de peut-être double creux. Donc de toute façon, pour ce scénario de double creux, il faudra combler ce gap baissier du 1er août. Et après, on aurait peut-être, je vous rappelle, le double creux, on mesure la hauteur du double creux, on le reporte et ça nous ferait aller chercher le gap baissier du 25 juillet. Donc, scénario tout à fait envisageable. Et ce qui est intéressant, c'est de prendre par exemple assez rapidement position, se mettre un stop pour moi par ici. 66 euros, allez, s'il y a des mèches, etc. 66,50 euros. Parce que si on casse ces zones des 66,50 euros, alors là, toute cette phase où on a stoppé l'hémorragie, là, c'est reparti à la baisse. Et on est sur des niveaux du crash du Covid en 2020. Donc ça serait bien évidemment très préjudiciable si on cassait ces zones. Et puis après, ce scénario du double creux, on pourrait par exemple commencer à bâtir une position là. Si on arrivait dans ce gap, qu'on cassait la ligne de coup, accumuler du Alten et pour aller chercher là-haut par exemple. Alors le risque récompense est assez intéressant. Donc je vais voir la semaine prochaine à surveiller Alten parce qu'il y a quand même du mieux cette semaine au niveau d'Alten. On continue avec Dassault Systèmes. Alors Dassault Systèmes, c'est mou, mais on voit aussi que ça tente. Alors c'est pas furieux, mais on est sorti de la zone de survente. On a quand même eu une énorme chute. On a passé là ces derniers jours la moyenne mobile 10 au-dessus. Donc on est plutôt orienté à la hausse très très court terme. On va voir si on arrive à passer ces 27,52. Là c'est pareil. Pour les personnes intéressées qui sont aussi un peu contrariennes, parce que là, faut pas se laisser embarquer, parce qu'elle est quand même faible. Si on a un CAC 40 qui repart à la baisse, je pense que Dassault Systèmes va suivre. Donc, quoi tenter comme ça, déjà, là, ça fait un bon petit trade de risque récompense de 2,13. Donc voilà, ça serait positif déjà si on revenait à 29-27, mon PE est à 34, donc à 29-27, ça me ferait que 4-3% de moins-value latente. Et là, je me poserai la question peut-être de prendre ma petite perte. On verra. Ma stratégie, pas renforcée parce que j'ai déjà 3 positions sur Dassault Systèmes. Donc c'est un peu comme Imerys, parce que si je reprends et qu'elle revient là et qu'elle rechute, alors là ça a commencé à faire beaucoup et être trop surexposé à Dassault Systèmes. Donc je patiente tranquillement sur Dassault Systèmes. Voilà, les zones en hebdo, c'est pas joli, 10, 20, 50, 200. Voilà, c'est très baissier. On va voir si ce rebond technique va se poursuivre. Et pour moi, s'il veut se poursuivre, il faut franchir les 27,50 euros sur Dassault Systèmes. On continue avec EssilorLuxottica. EssilorLuxottica, positif encore cette semaine. On suit très bien ce canal haussier qu'on avait vu le week-end dernier. Voilà, c'est plutôt propre. Là, on est sur le haut du canal. On a fait une sorte de deal de retournement parce qu'on a un gap baissier du 3 avril et le 15 août
dernier, eh ben, on a gapé sur la zone du gap baissier et au-dessus de la résistance, donc c'est plutôt très encourageant. Et pour le moment, bon, bah, ça poursuit, donc un bon signal ce gap. Voilà, donc moi je suis une bonne plus-value attente. Là j'ai loupé, hein. On en avait parlé, j'avais vu ce support, sauf que j'ai tenté d'en prendre le mercredi 13, sauf que bah, j'ai la bougie pour moi, bon, plus 3%, elle était un peu trop grosse. J'aurais dû, mais bon, on aurait pu aussi repartir parce qu'on était sous résistance. Donc c'est pas grave, hein. De toute façon, toujours mieux quand les cours vont en haut, quand on est dedans. Ça fait quand même plus 13% pour le moment de plus-value latente. On verra à 280, c'est Livien, ce qui va se passer. Ou si on revenait tranquillement par là, et là peut-être pour réaccumuler la zone de polarité, et là pour ma stratégie en reprendre, et pour les personnes intéressées, bon bah si on revenait là, on pourrait mettre le stop là-dessous, aller là-haut, bon le risque récompense de 1, mais poursuivre ce canal ou mettre un stop sous la moyenne mobile aussi 20, qui est pour le moment intéressante en support dynamique. Donc Essilor Luxottica, très bien orienté, je garde en portefeuille et on verra le week-end prochain où elle en sera. On voit le RSI très bien orienté, donc positif sur Essilor Luxottica. On enchaîne avec Nexans. Donc Nexans, j'ai clôturé mercredi. Voilà, on a vu un très bon gain de 16% et demi. J'ai clôturé mercredi parce que la bougie, pour moi, c'était la moyenne mobile 10 que j'aimais bien en support dynamique. Et mercredi, on a eu une clôture en dessous de cette moyenne mobile 10. Donc, j'ai pris mes gains. Pour le moment, ça repart à la hausse. On avait aussi eu les indices américains parce que Nexans, c'est les produits électriques, un peu comme Legrand et Schneider qui sont aussi avec les semi-conducteurs, etc. Donc le Nasdaq commençait un peu à plafonner. Donc je pense que c'est pour ça aussi que Nexans a fait moins 4% mercredi. Là, cette fin de semaine, on a eu la news que Jérôme Powell va sûrement baisser les taux. Donc ça a remis un coup de boost au Nasdaq. Et par ricochet à Nexans avec une belle bougie vendredi. Donc ceux qui sont dedans toujours, faut garder. On est bien reparti. Ceux qui veulent rentrer, on a une zone ici, hein. Pourquoi pas, mais est-ce qu'elle va encore faire des nouveaux records? Peut-être. On a une zone ici sur Nexans. Moi, j'ai quitté le train avec un bon gain, donc pas de regret. Voilà, ceux qui sont dedans, peut-être se dire les 132 si on allait, parce qu'en plus on a une belle bougie vendredi, si on allait ici 132, prendre son gain, moyenne mobile 20, pourquoi pas. Et après, le scénario, voilà, on a la zone. Et puis après, de continuer, hein. On peut très bien recasser, revenir et puis faire des nouveaux records, etc., etc. Sur Nexans, pour moi, je suis plus dedans. J'ai pris mes gains à 135,40 €. Pas de regret. On va encore la suivre parce qu'elle est très belle. Mais pour moi, ça va être compliqué de rentrer dans l'immédiat. Plutôt attendre plus bas. On verra. Le RSI était en zone de surachat depuis un moment. Il est reparti un peu vers les 55 et il repart à la hausse. Donc, pour conclure sur Nexans, je suis plus dans le train. J'ai pris un très bon gain. Pas de regret. Pour ceux qui sont dedans, il n'y a pas vraiment de gros signaux d'un retournement imminent. À part, comme je vous l'ai dit, cette moyenne mobile 10 et cette grosse bougie de moins 4%. Mais comme cette fin de semaine a été plutôt positive pour les indices américains, le Nasdaq et la baisse des taux à venir de la Fed, on va poursuivre pour ceux qui sont toujours dedans. On continue avec Edenred. Edenred, on revient. Et ce qui est intéressant, je vais vous la montrer en hebdo, on est très limite sur ce biseau. Et c'est plutôt pas mal du tout Edenred. On avait cette sorte de biseau, déjà l'oblique baissière. Surtout qu'il faut regarder parce que là, c'est le biseau, mais on peut très bien avoir aussi une sorte de canal baissier comme ça. De toute façon, il faut regarder, c'est la résistance oblique. Donc, j'ai tracé ce biseau, mais c'est surtout la résistance oblique. Alors, on est très limite. C'est pas au centime près les résistances obliques ni horizontales, etc. Mais c'est plutôt positif. Si on se met en données quotidiennes, on voit qu'on l'a franchi. Après, on est plus loin d'une très grosse zone ici de résistance à 27-26, donc on va voir, ça va être la zone, si on passe les 27-26, ça sera vraiment
positif sur Edenred parce qu'on aura vraiment franchi cette oblique baissière et la résistance horizontale. Donc, mon trade, pris le 28 juillet, parce que je pensais qu'on allait vraiment s'extraire de cette zone qui était comme ça. Je pensais qu'on allait repartir comme ça, sauf je me suis trompé. Elle est revenue à 24,09 et là, elle s'est bien stoppée. Et techniquement très jolie parce que forte chute sur 5 jours, stabilisation sous forme de toute petite toupie. Et on a réaccéléré à la hausse, on a franchi la zone de polarité qui était support avant et qui devenait résistance. On l'a franchi à le 8 août, c'est pour ça que j'en avais repris pour faire baisser un peu mon PRU. On a fait le petit pullback et ça continue, donc techniquement très propre, encourageant, au-dessus de la moyenne mobile 10, 20, 50. Donc l'objectif est à 27, 26. Pour les personnes intéressées, alors on a vu en hebdo, on peut peut-être avec cette bougie de vendredi, faire avoir un scénario comme ça, se dire que cette fois la résistance des 27-26 va être franchie et qu'on va aller à 28-49. Il y aura la moyenne mobile 200 journalière. Attention, grosse résistance dynamique parce que dernièrement ici, on voit qu'on l'avait touché, on est reparti à la baisse. Le 24 avril, pareil. Et depuis ce passage en dessous, le 24 janvier 2024, on est en dessous de cette moyenne mobile 200 journalière, donc ça sera entre guillemets un événement si Edenred arrivait à repasser au-dessus. Donc prudence à 28,50. Affaire à suivre, moi on va revenir à mon PRU, donc plutôt pas content si je repasse vert sur Edenred, et puis on verra bien cette zone, je pourrais peut-être en reprendre, on verra la suite, on verra déjà la semaine prochaine et on fera un point le week-end prochain sur Edenred où il y a le scénario d'attendre qu'on passe, que ça se stabilise et essayer. Le seul problème là, il faudra mettre un stop assez court parce que la moyenne mobile elle sera toujours là. Et après, si on la casse, il y a des zones plus hautes parce qu'il faut quand même se rappeler que Edenred est très baissière en long terme. Parce que la moyenne mobile 200 hebdo, elle est quand même encore au-dessus des 44 euros. Donc il y a encore un gros potentiel si Edenred parvenait à se retourner. Donc patience, si Edenred se retourne, il y aura énormément de possibilités pour rentrer. Donc on fera un point le week-end prochain sur Edenred. On continue avec OP Mobility. Donc OP Mobility, ça se passe plutôt très bien. Ma stratégie est assez simple. Lundi 11 août, le pullback que je vous avais déjà partagé sous forme de sorte de drapeau là. Et il a cassé par le haut, j'ai pris position. Et pour le moment, on casse encore une résistance à 13,80. Donc tout se passe bien sur OP Mobility. Est-ce que maintenant la question se pose, est-ce que je vais en reprendre pour accumuler je sais pas. Je sais pas, pour le moment je suis dans le vert, donc on attend 8% de plus-value latente. On a une zone à 14,55 ici. Voilà, donc déjà, en hebdo, on flirte avec la moyenne mobile 200 hebdo sur OP Mobility, qui est baissière depuis qu'on est passé en dessous, on va dire ici, la semaine du 14 juin 2021. Donc là aussi, ça va être un événement si week-end prochain, on a encore une bougie verte et qu'on est par exemple à 14,50 €, ça sera vraiment un retournement d'OP Mobility qui vient quand même entre guillemets des bas-fonds. On est à 7,98 € au mois d'avril. On a fait x2 déjà depuis avril. On est à 14 € là. Donc c'est vraiment pas mal. Techniquement c'est très propre, je suis dans le train. Pour les personnes intéressées, on a cassé la résistance. Vous pouvez prendre le train, vous pouvez mettre un stop ou... c'est compliqué, la zone est là, mais là c'est trop loin. Ici pourquoi pas. Ce que j'attendrai c'est voir comment ça se passe. Si on arrive la semaine prochaine à vraiment rester au-dessus de cette zone qui était avant résistance, donc la polarité et le support des 13,80, ça sera encourageant pour vraiment, après avoir un scénario avec un stop assez court, pour après continuer la hausse. Continuer la hausse qui est très, très belle techniquement. Sur OP Mobility, on voit très bien sous cette hausse, ces pullbacks, des drapeaux, on vient ici, on retourne, moyenne mobile de
Moyenne mobile 20 qui est pour le moment très bien en support dynamique. Donc pourvu que ça continue sur Open Mobility, moi je suis dans le train, on verra bien la suite. Le RSI, rien à signaler, les moyennes mobiles en données quotidiennes très positifs, 10, 20, 50, 200. Rendez-vous le week-end prochain ou sur Twitter si je recharge du Open Mobility ou si j'encaisse mes gains. Parce que si on arrive à 14,55, en quelques jours prendre presque 12%, ça sera aussi une question à se poser parce que c'est toujours bon d'encaisser. On continue avec Kering. Alors Kering, pareil, positif cette semaine. Ma stratégie, c'était un peu comme OP Mobility, une sorte de drapeau. J'ai pris position le 13 août. Alors les jours qu'on suivi, on n'a pas réussi à accélérer à la hausse, mais on est resté sous la zone qui était pour moi une très grosse zone qu'il fallait surtout pas enfoncer, les 207,25 €. C'est ce qui s'est passé, on est revenu gentiment. Et une belle bougie mardi 19 août. On est reparti à la hausse et pour le moment, ça poursuit. On s'est extrait pour le moment des moyennes mobiles. 10, 20, 200 et 50, on était déjà bien au-dessus. Donc là, c'est positif. Mon trade est pour le moment toujours d'actualité. Vous savez un peu, ma stratégie, c'était ici pour aller combler le gap ici. Donc aller faire 13%. On verra bien si c'est ce qui va se passer dans les prochains jours. Pour les personnes intéressées, oui, il y a toujours possibilité. Prendre ici, pour moi, c'est toujours les 207. De toute façon, la grosse zone de support. Et aller là, ça nous fait un risque récompense de 1. Après, c'est comme OP Mobility. Kering, et c'est encore pire. Si on se met en hebdo, s'il y a un retournement à venir sur Kering, il y aura énormément de possibilités de rentrer. Là, on voit qu'on est en bataille avec la moyenne mobile 50 hebdo qui, depuis le passage ici, 50 ici depuis la semaine du 22 mai 2023, on est toujours été en dessous, qu'elle est devenue résistance dynamique plusieurs fois depuis. Donc là, ça va être aussi intéressant de voir la semaine prochaine si Kering arrive vraiment à s'extraire de cette moyenne mobile 50 hebdomadaire. Et on va finir avec Rémi Cointreau. Donc Rémi Cointreau, position prise cette semaine, mardi. Donc on en a déjà parlé le week-end dernier. Elle était dans les sociétés à suivre de près. Donc j'ai bien aimé, la forte chute. La zone aussi comme Kering, là 51,20 € qu'il ne faut surtout pas aller enfoncer. Parce que c'est une grosse zone de polarité qui est support. Il y a la moyenne mobile 50 qui vient de croiser en plus avec la 200. Donc je vous rappelle que ça s'appelle une croix dorée. Donc c'est plutôt très positif et qui revient à cette zone des 51,20 €. Donc pour moi, c'est ma zone qu'il ne faut pas aller enfoncer. J'ai bien aimé cette petite phase là. Le petit canal baissier sans volatilité, des mini bougies. Et puis là, la bougie, on voit qu'il y a vraiment des acheteurs, même si les volumes sont très 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 faibles sur Kering. C'est mois d'août, on verra ce qui va se passer au mois de septembre. Mais j'ai pris position, mon PRU 55,75. Mon objectif, c'est d'aller là-haut. Le scénario, il est à peu près comme ça. Donc la zone, on a dit ici. Donc, et puis l'objectif, la résistance est là à 62. Donc si on arrivait à 62, ça ferait un risque récompense de plus de 1, aller chercher presque 12%. Et puis après, on verra. Et là, Rémi Cointreau, c'est comme Kering, elle a fortement chuté. On est aussi passé au-dessus de cette moyenne mobile 50 qui est baissière depuis qu'on a passé la semaine du 24 avril 2023. Donc là, c'est pareil, c'est contrariant à moyen terme. Mais si on a un retournement qui pourrait se poursuivre, comme on en a parlé de la rotation sectorielle, peut-être que par exemple Kering qui était très baissière, il va y avoir des fonds qui vont venir dessus. Rémi Cointreau, pareil, on verra. Je vois qu'il y a quand même du mieux sur ces sociétés, croisement M50, M200. Donc j'ai pris position, on verra bien jusqu'où ça va me mener sur Rémi Cointreau. Comme d'habitude, je vous ai tout partagé sur Twitter. N'hésitez pas pour me suivre, le lien est dans la description. Et on fera un point complet le week-end prochain sur Rémi Cointreau. Voilà ce suivi technique de tous mes trades en cours avec l'encaissement d'un très bon gain sur Nexence et l'entrée cette semaine de Rémi Cointreau. Et on va finir comme d'habitude
par quelques sociétés qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près la semaine prochaine. Donc Mersenne, je vous en ai déjà parlé le week-end dernier. Et là, pour être honnête avec vous, j'ai tenté d'en prendre vendredi parce que on a eu le signal. Alors, bien évidemment, j'aurais préféré qu'on aille un peu plus bas parce que le problème de là, on a sorti de ce canal baissier ou cette forme un peu de drapeau. Mais techniquement très joli cette configuration, c'est que j'ai tenté d'en prendre vendredi, donc ça aurait été par ici avec les frais etc, et mon stop, soit on est très large et qu'on se dit de toute façon cette belle bougie du 31 juillet faut pas qu'elle soit invalidée, plus 11%, mais le problème c'est que on va avoir une zone de résistance ici, donc là le risque récompense n'est pas bon du tout. Soit on remet le stop, c'est ce que j'aurais fait si j'avais pris position là vendredi par ici. Et le risque récompense n'est pas top, mais avec un objectif un peu plus haut par ici, parce que si on a cette config de drapeau là, donc le mât, on réplique là, et ça nous fait à peu près un objectif théorique de cette configuration technique par ici. 28,55, donc vers les 29. Donc je vais la suivre de très près la semaine prochaine. Est-ce que en données hebdo, c'est pas mal. C'est pas mal parce qu'en données hebdo, on pourrait aller à 29,25. Donc de prendre position là, mettre un stop là et de retourner là-haut, comme on a vu, c'est pas si mal. C'est pas si mal, donc on va voir. On a en plus en hebdo sorte peut-être d'épaule, tête-épaule, mais biscornu. Si on dit l'épaule gauche, l'épaule droite ici, donc ça revient, je pense, au même si on mesure la hauteur de la tête. Voilà, ça revient au même que ce sorte de drapeau. Donc ce qui est sûr, c'est qu'on est plutôt sur des configurations de retournement de la baisse et plutôt encourageant. On voit en hebdo, on voit en données quotidiennes que on a eu le croisement de M50, M200, donc une croix dorée, donc c'est très encourageant. Maintenant, bien évidemment, c'est pas scientifique l'analyse technique, on peut retourner violemment à la baisse pour X ou Y raison, mais on voit qu'il y a eu un signal vendredi, rapidement les volumes, plutôt pas mal, plutôt pas mal les volumes de vendredi pour un mois d'août. Je vous rappelle que les volumes, la petite ligne que j'ai mise là en violette, c'est la moyenne des 2 derniers mois sur les volumes, et on voit que vendredi on est au niveau de cette moyenne, mais on voit que les jours précédents c'était très faible. C'était le mois d'août, là on voit énormément de volume. Le 31 juillet, c'était après ces résultats, on voit c'était des énormes volumes, une belle bougie, et pour le moment on est toujours au-dessus de cette belle bougie, donc c'est pour ça que je vous parle de cette belle bougie, qu'il ne faut surtout pas qu'elle soit invalidée, et pour le moment la construction est très belle. Donc après, c'est à vous de voir. Mersenne, c'est joli, c'est pas sûr à 100% qu'elle va aller à 29-25, mais moi je vais la suivre la semaine prochaine. Si des fois on avait une petite hésitation pour revenir là et qu'on voit une belle bougie, on aurait ça comme scénario, et puis après ici. Donc on verra. On peut aussi se fier à la moyenne mobile 20 journalière, qui est haussière et plutôt encourageante en support dynamique. Donc très curieux de la suivre la semaine prochaine, de vous la faire suivre sur mon Twitter comme d'habitude toute la semaine prochaine. Et si je prends position, on fera un point bien évidemment technique aussi le week-end prochain. On continue avec Thermador. Alors Thermador, ce que j'aime bien, c'est que on est revenu. J'avais fait aussi un bon trade sur Thermador, un très bon trade avec, je sais plus quand est-ce que j'étais rentré, mais peut-être sur passage ici, et j'ai dû vendre peut-être par ici, je sais plus trop, mais je la surveille parce que là techniquement on est revenu sur la zone des 78,50 €. On a une oblique baissière en hebdomadaire. On est sur une belle zone technique clé, moyenne mobile aussi 10 hebdo. On voit qu'on a des bougies rouges, mais que plus on avance dans les semaines, plus on a des petits corps, donc plus la pression baissière s'atténue. Donc je vais la surveiller. Donc qu'est-ce que je vais surveiller sur Thermador? C'est peut-être une clôture, on va dire au-dessus de la moyenne mobile 20. Si on arrivait à aller à 80 € sur Thermador, il y aurait le scénario comme celui-là.
Et là, c'est un bon risque-récompense avec peut-être un peu plus de marge. On a toujours notre moyenne mobile 50 en support dynamique. On a bien évidemment la 200 qui est bien plus basse. On repassera au-dessus des autres moyennes mobiles. Et là, on aurait le scénario. On aurait là, et on voit, c'est une sorte en fait de biseau. On voit les BS, pas biseau, pardon, triangle. On a l'oblique baissière, le support ici. Donc là, si on sort par le haut de ce triangle qui est comme ça, et ben c'est positif pour aller là-haut. Donc techniquement très joli aussi Thermador, donc je vais la suivre de très près. On verra bien ce qui va se passer la semaine prochaine. En hebdo, on a vu que c'était intéressant. Donc pareil, je vais vous la faire suivre. Si je prends position, on verra bien. On voit que le RSI est vraiment neutre. Donc là, il faut une accélération des acheteurs sur Thermador pour essayer de prendre le train pour retourner à 84,60 € dans un premier temps. On continue avec Euronext. Alors Euronext, je vous rappelle en hebdo Euronext qu'on est bloqué après une énorme hausse. C'est une énorme hausse, hein, Euronext. Là, on est en hebdomadaire. Ça veut dire que depuis novembre 2023, on est en hausse sur Euronext. On a la moyenne mobile 20 hebdo qui est vraiment support dynamique. On a les moyennes mobiles 10-20, on voit qu'ils sont toutes les deux haussières. Et là, depuis quelques semaines, ça commence vraiment à ralentir. Mais on a quand même fait 130% de hausse. C'est vraiment colossal sur Euronext. Là, on voit que ça ralentit. On voit que ça va peut-être croiser à la baisse, mais c'est limite. Et ce que j'aime bien sur Euronext, c'est ce range. La hausse, on est venu là, on est reparti. On a fait une sorte de petit canal baissier qu'on est passé au-dessus, qu'on a cassé cette oblique baissière avec une belle bougie déjà le 20 août. Et on voit ici. Donc attention, parce qu'on voit qu'en hebdo, ça a fortement ralenti sur Euronext, qu'on est peut-être sur une phase de distribution et plus d'accumulation. Mais quoi tenter? C'est le range, c'est ça dans un premier temps, et puis on verra après. C'est un retour vers les 152 €. Je mettrai un stop par ici. Et puis on verra bien si on passe en dessous des 140, etc. C'est plutôt un range d'accumulation. On mesure un peu la hauteur du range et puis on réplique tout ça et ça nous ferait aller sur une autre zone à 127,60. J'avais envie aussi de vous la partager parce que Euronext elle a été très forte. On a un peu de faiblesse, mais elle pourrait bien repartir chercher les 152. Donc à voir et à suivre la semaine prochaine. Et on va terminer avec SideTrade. Alors SideTrade, il y a eu quand même une énorme baisse. Là, on est en données hebdomadaires. Elle est à 280 et vraiment des grosses bougies rouges presque toutes les semaines. Et là, on est revenu sur une zone. On voit en données hebdo, c'était une zone clé pour moi. Et la zone clé, pour le moment, en train de réagir. Parce que la bougie hebdo de cette semaine, on voit la dernière qu'on a eue de plus 2% 40, c'était là, on a fait plus un 52. Mais on voit qu'il y a un ralentissement de la baisse. Très clair. Alors, c'est pas un retournement encore, mais un ralentissement. Ce qui me fait penser un peu à ça. Là, pareil, on a eu des grosses bougies rouges. Là, on s'est arrêté sur la même zone, à 211, et on est reparti. Alors, je ne dis pas qu'elle va repartir à 280, mais au moins se stabiliser pour aller à 232. C'est peut-être à jouer pour un trade court terme sur SideTrade. Alors, en hebdo, les moyennes mobiles, à part la 200 qui est très haussière, parce qu'il faut se rappeler quand même que sur du long terme, c'est très haussier, SideTrade. Mais les autres moyennes, 10, 20, 50, sont au-dessus des cours. En journalier, on y revient, on a notre canal baissier, on a aussi notre moyenne mobile 10 journalière qu'on a franchi il y a quelques jours, on s'est fait aussi peur parce que la zone, si on se met une de clôture, c'était à 210 et on a été quand même à 206. Donc j'aime bien ça parce que ce que j'aime bien aussi des fois quand on casse la zone de support, c'est souvent pour aller nettoyer les stops. C'est pour ça que des fois on se prend des stops pour des mèches, etc. Parce qu'ils viennent bien, les institutionnels, chasser tout ça pour réaccumuler et repartir. Donc j'aime bien la configuration de SideTrade. Alors on verra bien si ça se poursuit. On n'est pas trop en retard parce qu'il faudrait repartir. Donc pourquoi pas si
On avait une clôture journalière au-dessus de la moyenne mobile 20. Pour moi, je mettrais comme ça et aller chercher là-haut. Donc le risque récompense est de 1 pour le moment. Mais si on arrivait déjà à aller grappiller 7%, on pourrait remonter le stop et puis avoir, pourquoi pas, hein, avoir ça. On n'en est pas encore là, mais on est sur la zone pour moi de support clé. Alors bien évidemment, ça peut casser. Si on allait vers les 200 euros, ça sentira pas bon quand même sur SideTrade, même si on a une zone un peu plus basse à 195. Mais on voit qu'en données quotidiennes, on a fait la croix de la mort. Donc, c'est pas top ce croisement à la BSM 50 M200. Mais on va voir, très curieux de voir la semaine prochaine ce qui va se passer sur SideTrade. Donc, affaire à suivre au niveau de SideTrade. Voilà ces 4 sociétés que j'avais envie de vous partager parce que je les trouve très belles techniquement à suivre la semaine prochaine. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous plaît, que chaque week-end je vous fasse ces analyses économiques et techniques. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description pour suivre mon PE à court terme et long terme à dividende Summoning. Le lien est aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouvera la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, bye!